des grands principes, et puis on a leur mise en musique. Donc, on va rapidement reprendre ces principes de façon un peu plus structurée que ce que le balayage sur lequel on s'était quitté. Il faut avoir à l'esprit que notre pays rend la justice dans un ensemble de pays plus grand qui est l'Union européenne. Et que, comme on l'a déjà vu, il faut que les règles que nous nous imposons soient des règles qui soient compatibles avec les règles de l'Union. J'ai un contre-jour fameux. Bon, il faut que ce que nous mettons en place soit compatible avec les règles de l'Union, notamment en matière de justice. Et en matière de justice, plus souvent qu'à notre tour, notre pays est condamné par l'Union parce que notre façon de faire ne semble pas correspondre avec ce que sont les valeurs de l'Union. Je vous laisse deviner, les valeurs de l'Union, c'est liberté fondamentale, possibilité de faire appel, collégialité et rapidité du jugement. Voilà. Donc, en gros, on a un peu de mal à assurer ce qu'on aimerait pouvoir s'imposer à soi-même. Alors, pardonnez-moi. L'origine de la dualité juridictionnelle, pour commencer par là et par la société française, l'origine de la dualité juridictionnelle, c'est que on sépare la justice des pouvoirs publics. Donc, à la base, il ne faut pas y voir des choses négatives, c'est plutôt une bonne pensée. On va séparer les choses. Ça, c'est positivement. Négativement, et à peu près à la même vitesse, on comprend que ça veut dire que la chose publique ne sera pas jugée, ou sera pas jugée comme par le tribunal judiciaire. C'est-à-dire que la chose publique ne sera pas jugée comme les gens. Bon, dit comme ça, c'est un petit peu plus délicat. Toujours est-il que si on veut remettre ça en cause, on peut, mais c'est pas un truc qu'on a fait complètement pour rien, parce que ça date quand même de Montesquieu. La description de cette problématique et de la façon de la régler, c'est l'esprit des lois. Donc, voilà. On a un système qui est un système dual. Pour autant, on a une constitution qui est la constitution actuelle, 14 octobre 58, celle de la 5e, qui, elle, ne reconnaît qu'une autorité judiciaire, sans distinguer. Elle n'a pas dit une autorité juridictionnelle, elle dit bien une autorité judiciaire, c'est-à-dire judiciaire administratif, un des deux mondes, des deux dont je vous parle. Donc, vous voyez, on est dans un système qui est un peu... Bon, on reconnaît une autorité judiciaire. Le Conseil const a été amené à trancher devant cette difficulté qui est que nous souhaitons avoir deux ordres parce que c'est comme ça, mais nous avons une constitution qui n'en définit qu'un. Et c'est comme ça que les gens qui nous regardent du point de vue européen essaient de comprendre comment on fonctionne. Donc, il y a un arrêt du Conseil constitutionnel qui est un arrêt de 87, qui n'est pas très vieux, qui dit que oui, c'est comme ça, et c'est, ouvrez les guillemets, la conception française de la séparation des pouvoirs. Voilà. Donc, nous avons une conception française. Cette conception française, elle n'est pas que là pour nous faire suer, c'est aussi une interdiction pour l'ordre judiciaire de statuer sur les litiges intéressant l'État, et en théorie, une interdiction pour l'État de statuer sur les litiges concernant les individus. Là-dedans, donc, on articule nos principes. 2 degrés de juridiction. 2 degrés de juridiction, pourquoi? Parce que on se dit que il est important que chaque affaire puisse être jugée 2 fois, en fait et en droit. En fait et en droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des juridictions en France qui sont là pour appliquer un raisonnement juridique, une qualification. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Et comment ça s'appelle en droit? Donc, je qualifie les faits et je leur mets je reconnais les faits et je leur mets une qualification juridique. Il va donc y avoir un débat sur la question de savoir si c'est une chose. Pour savoir si ça peut être un vol. Vous voyez, c'est en fait et en droit. Nous avons choisi de pouvoir être jugés, quoi qu'il arrive, 2 fois, en fait et en droit. Vous allez voir pourquoi c'est important, cette distinction est importante.
Donc, ça permet effectivement ça permet de rejouer la partie. On s'est fait toquer en première instance, on a une deuxième chance. L'idée derrière ça était que ça permettait de présenter différemment les choses. On peut concevoir que le juge n'ait pas compris de quoi on parlait. On peut concevoir que dans ce qu'on a expliqué au juge, dans ce qu'on a écrit au juge, c'était clair que pour nous. Voilà, on peut concevoir que en fait on s'est fourvoyé. On demandait un certain résultat par un certain raisonnement. C'était pas le bon. On peut demander ce résultat effectivement, mais par un autre raisonnement. Donc on peut rejouer. Ça, c'était la possibilité de faire appel. J'en parle au passé parce qu'elle existe toujours, mais maintenant, il est interdit de soulever des moyens autres à hauteur d'appel. C'est-à-dire que avant, jusqu'à il y a un an, hein, on pouvait pas changer les demandes, mais on pouvait changer les moyens. Ma demande est toujours la nullité du contrat, mais je passe plus par une violation de l'article 6, je passe par une violation de l'article 4, ou je passe par la fenêtre, par où je veux, mais je demande toujours la même chose. Donc, il y avait une prohibition des demandes nouvelles, mais il n'y avait pas une prohibition des moyens nouveaux. C'est le monde judiciaire classique qu'on connaît et qui fait tourner la planète globalement. Vous demandez un truc, vous pouvez pas changer vos demandes sans arrêt. Par contre, vous pouvez non, mais en fait, j'aurais pas dû vous le dire comme ça. Ce que je veux dire, c'est ça. Voilà, ça, on avait le droit. C'était trop de travail pour les magistrats qu'on appelle. Maintenant, c'est interdit. Vous devez tout soulever la première fois et vous n'avez plus le droit de changer de moyen. Donc, on est quelques-uns à se demander si pourquoi vous n'avez pas carrément foutu la cour d'appel à la poubelle. Ça sert à rien. Vous n'avez plus besoin de nous. Vous n'avez plus besoin de nous écouter. Donc, voilà. Il nous est fait interdiction de changer notre argumentaire, ce qui est la définition, l'intérêt même de l'appel. Donc, on verra. Faut pas être catastrophal sur la question. Il faut juste se dire que le système est manifestement en train de bouger. Donc, l'appel, c'est ça. Un magistrat nous rend une décision. Vous pensez qu'il n'a rien compris. Vous faites appel. La justice, une fois encore, c'est une administration. Elle a ses moyens. Ils sont pas terribles, les moyens de la justice. Et mais les magistrats, là-dedans, sont vraiment des humains. Et ouais, ouais, ouais. D'argumentation, oui. De demande, non. D'argumentation, oui, mais justement, c'est ça le problème de la réforme, c'est que maintenant, ils nous disent que tout doit être exposé du premier coup. Vous êtes tenu par les moyens. J'aimerais bien que l'énarque qui a pondu ça m'explique comment on fait dans ce cas-là. Je, très simplement, hein, il y a une barrière qu'on passe tous et assez rares sont ceux qui sont revenus. Il paraît qu'il y en a un et on n'est pas tous d'accord. Pendant la durée de la procédure, il peut y en avoir un qui meurt. Comment je fais? Parce que c'est un sacré effet. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis, on verra comment tout ça rebondit. Il y a eu une espèce de simplification. Vous devez impérativement communiquer dans tel délai. Vous devez tout mettre dès le premier jeu d'écriture. Vous n'avez plus le droit aux nouveaux moyens. Nous avons supprimé la cause parce que la cause était trop compliquée en droit public. La cause, c'est un des trucs les plus compliqués du droit civil. Mais une fois que tu as compris ça, c'est comme apprendre à faire du ski sur une piste noire. Le jour où tu arrives sur une piste bleue, franchement, tu rigoles. Bon, ben voilà. Donc, on verra. Ça, je te dis, il y a une petite, non pas instabilité, mais il faut qu'on voit comment le système retombe, parce que quand tu dis, je ne pensais pas un élément nouveau aussi extrême, c'est vrai que celui-là, il est radical quand même. Et alors, bah alors, il est mort. Voilà. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Hein. Les procédures étant longues, vous avez des gens qui meurent. Moi, il y a quelques années, à l'époque, on devait être collaborateur pendant un certain temps avant de pouvoir s'installer. J'étais donc collaborateur dans un cabinet qui faisait beaucoup de droit immobilier et il m'avait pas dit qu'en fait, il me filait tout son droit immobilier. Donc, ça m'a fait des belles journées et je suis parti le jour où j'ai fait un malaise pendant. Voilà, vous savez tout. Euh, le... Pourquoi est-ce que je veux vous parler d'Alfred encore un jour, donc un de mes clients était essentiellement, enfin ses clients étaient des syndics de copropriété.
Je m'en vais un jour parce que j'ai littéralement fait une crevée, donc on va faire autre chose. Et il fout un de ses clients dehors, par courrier. Il lui dit que il veut plus de lui et que le client va aller me voir moi. Donc il m'envoie le client. Euh, Moi étant parti m'installer ailleurs. Je lui fais un courrier en lui disant qu'il est gentil, mais que le transfert de responsabilité, c'est pas lui qui va décider, que lui, il prend pas les honoraires et moi les emmerdements, tu vois. Donc, je refuse. Et là-dessus, le client prend rendez-vous chez moi et me dit, qu'est-ce que je fais? Donc, je ne sais pas. Et le temps que je réfléchisse, je suis saisi par une plainte auprès de mon bâtonnier, de mon ancien patron, qui porte plainte contre moi pour détournement de clientèle. On a commencé à rigoler, puisque le bâtonnier m'appelle et me dit, voyons voir, vous suiviez les dossiers quand vous étiez chez lui. Oui. Vous êtes parti. Oui. Il a foutu le client dehors et vous l'a envoyé. Vous avez refusé. Oui. Par courrier recommandé. Oui. Et maintenant, il vous poursuit pour détournement de clientèle. Je dis oui. Il m'a dit, il y a un hiatus. J'ai dit oui. Voilà, j'ai été tout à fait constructif. J'ai dit oui du début à la fin. Ceci pour vous dire que finalement, le client qu'on n'allait pas laisser au milieu de la route, je me le récupère. Et je m'en récupère une audience et le type descend c'est un Lyonnais, il descend de me voir plaider. Je suis son nouvel avocat. Pour l'instant, j'étais le gars qui faisait les dossiers, et là, d'un seul coup, c'est moi qui ai la baraque sur mes épaules. Il descend me voir plaider, on rentre dans la salle et le type me dit, écoutez, si vous gagnez, c'est bien. Mais honnêtement, on vient pour la queue des indemnités, on a pris 3 provisions, l'immeuble a été refait, et là, on vient pour le solde, qui est un gros solde, mais on vient pour le solde et pour le principe. Et la procédure dure depuis 16 ans. Et moi, en 16 ans, j'ai des clients qui ont acheté, d'autres qui ont vendu, j'en ai qui sont morts, j'en ai qui avaient déshérité leurs enfants, j'en ai dont les enfants sont, si j'ai bien compris, des sales cons. J'en ai qui ont vendu en transmettant à l'acheteur le bénéfice du droit au procès en cours. Oui, dans quoi ils ont vendu un bon prix. J'en ai qui ont vendu moins cher, mais en disant, bah, je te vends moins cher parce qu'il y a un procès en cours. Donc maintenant, moi, j'en ai pour littéralement 6 mois à faire des petits calculs sur les 14 années écoulées pour savoir à qui je vais filer 10 balles, 100 balles, 1000 balles. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez perdre, s'il vous plaît? Voilà. Juste parce que les circonstances nouvelles étaient telles que les demandes qu'on avait formulées et par lesquelles nous étions tenus n'avaient en réalité plus de sens. Je crois que c'est la seule fois de ma vie ou de ma carrière, en tout cas, qu'un de mes clients me dit, écoutez, euh, combien pour perdre ce dossier? Je dois vous dire, sur le ton de la rigolade, que je l'ai gagné. Donc, il est obligé de faire quelques calculs. Bon, bref, les 2 degrés de juridiction, comme je vous le disais, c'est appel et première instance avec la limite que je mentionnais à l'instant. Mais néanmoins, il y a des affaires dans lesquelles vous dites, on ne peut pas permettre à tout le monde de faire appel. Vous ne pouvez pas permettre à un type qui a un litige de 50 balles de faire appel. Et à un moment, il a saisi un juge, il a eu raison, il a eu tort. S'il a eu raison, c'est bien, il a encaissé 50 balles. S'il a eu tort, c'est pas bien, il a perdu 50 balles. Mais on va pas lui ouvrir l'appel. Pourquoi? Parce qu'on peut pas prendre tous les dossiers et les monter tous à la cour d'appel. Il faut qu'il y ait un effet pyramidal. L'idée est que chaque fois que vous montez d'un degré, vous resserrez. Il y a 180 tribunaux de grande instance, il y a 30 cours d'appel, il y a une cour de cassation. Donc, pour établir une jurisprudence, comme on l'a vu lorsqu'on étudiait la question de la JP, vous avez en deux étages une réponse unique à un problème de droit. Bien. C'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne pas mal. Pour autant, si vous laissez tout le monde faire des procès partout, par ailleurs, plein de gens ont des assurances juridiques, c'est-à-dire que ça leur coûte rien de vous faire un procès pour 25 balles. Par rien, j'entends que c'est pas eux qui vont payer l'assureur, pas l'assureur, l'avocat, l'expert, l'huissier, tout ça, c'est pas en charge par l'assureur. Donc eux, ils y vont tranquille. En plus, pour nous avocats, c'est pas cool parce que c'est que des tarifs imposés par l'assureur, donc en plus on boucle du fric. Donc personne n'est content. Mais bon, donc il y a le législateur a mis un frein, a dit en dessous de 4 000 euros, vous pouvez pas faire appel. Ça veut dire que la justice commence à 25 000 francs, à 4 000 euros. En dessous de 4 000 euros, notre grand principe, on l'applique. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est un adage qui dit que il vaut mieux une petite injustice qu'un gros désordre.
Voilà. Donc, le premier truc, première chose à laquelle vous êtes confronté, c'est qu'en fonction du montant, vous pourrez ou pas surenchérir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il s'agit d'un appel. Je vous interdis de faire appel en deçà de 4 000 euros. Vous avez toujours un recours qui est saisir directement la Cour de cassation par-dessus un cours d'appel pour un problème de violation d'une procédure. Si ça marche pas, si le juge fait n'importe quoi ou si le juge c'est le fils de celui à qui vous avez ou le père de celui avec qui vous avez un litige, là c'est la cassation directe. Donc on a toujours un recours, mais on a selon le cas, soit un recours sur notre dossier, soit un recours sur l'institution en disant ça marche pas votre truc là, vous voyez bien que ça marche pas. Donc double degré de juridiction pour tout le monde, sauf en deçà de 4 000. Bien. C'est comme ça, il y a des solutions, mais on va faire simple. Il y a des solutions, notamment, il y en a une qui s'appelle l'injonction de payer, ça permet de régler de régler ce travers qui est qu'en fait, si je m'en tiens là, je suis en train de vous expliquer que la justice commence à 4 000 euros. C'est pas vrai, il y a des trucs en dessous. Mais il faut être pas mauvais. Donc, vous avez ce principe de double degré de juridiction. Ce double degré de juridiction, on l'avait devant le tribunal de police, de faire appel d'une condamnation à une contredanse. On l'avait dans le tribunal correctionnel pour les délits, mais on ne l'avait pas pour la cour d'assises. Pour la cour d'assises, il y avait l'Europe qui disait « Écoutez, on vous regarde faire avec attention, et alors pour un stationnement à 15 balles, vous pouvez saisir la cour d'appel. Pour des bourre-pifs, vous pouvez saisir la cour d'appel, mais pour des assassinats ou des trucs vraiment horribles, les plus grosses peines que vous êtes susceptibles de prononcer, non seulement ce n'est pas des juges qui jugent, parce que c'est un jury populaire, mais en plus, on ne peut pas faire appel. Donc nous, Europe, on va vous sanctionner. Et la France disait, en toute hypocrisie, mais on peut faire appel puisqu'on peut saisir la Cour de cassation par-dessus une cour d'assises. Et c'est là que je vous disais, attention, on parle d'une possibilité de voir son dossier jugé en fait et en droit. Et la Cour de cassation a ne votre dossier qu'en droit. La Cour de cassation, elle est là pour rappeler la règle. La Cour de cassation ne va pas vous condamner ou pas vous condamner. Elle va valider le jugement, l'arrêt qu'on lui défère, ou le casser et renvoyer devant un autre juge. Donc, c'était une espèce d'escroquerie intellectuelle. Bon, un jour, on s'est pris une mise en demeure de la commission, qui n'était c'était pas la présidente actuelle. C'était une autre époque, laquelle a dit, bon ben voilà, chaque jour où vous ne le faites pas, vous devez 1, 5, 10, 100 millions, parce que c'est pas possible. Et donc, nous avons modifié cette règle, et depuis, nous pouvons aussi faire appel en matière de crime. Ça fait pas si longtemps que ça. Vous souvenez-vous d'une affaire qui est l'affaire Dils, Patrick Dils? Est-ce que ça vous cause? Non plus. Je pense que c'est la meilleure réponse, c'est que des histoires horribles. Hein. Donc moi, je les connais toutes. Oui, c'est normal, c'est mon job. Mais vous, essayez donc d'avoir une vie sans toutes ces cochonneries. Le nom, oui. Patrick Dils, c'était un type, et toujours un type, qui a été condamné pour avoir assassiné à coups de cailloux deux gamins sur une voie ferrée Meurthe-et-Moselle. Bref. Et Dils, en fait, c'est pas vraiment un grand communicant. Chaque fois qu'il l'ouvre, il s'enfonce. C'est pas un communicant. C'est pas un type qui est, il n'est pas en dessous du niveau de la mer. C'est juste que vous avez des gens qui sont à l'aise avec la parole, puis d'autres non, quoi. Et quand vous le mettez dans les cordes, il n'y a plus rien. Pas fait pour ça. Et donc, la première fois, il a pris perpète. Et il ne pouvait pas faire appel puisque c'était avant la réforme. Donc, il a pris perpète et il est content. Il a pris perpète. Ils disent pas moi, mais c'est pas grave. Le jury populaire dit mon garçon, pour toi, c'est perpète. Ouvrez la parenthèse, vous passez des moments très compliqués lorsque vous êtes un homme enfermé dans une prison d'hommes et que vous êtes là parce que vous avez tué deux gamins. Vous passez des moments très compliqués tous les soirs et toutes les nuits pendant toute votre peine. Pendant toute votre peine. Je ferme la parenthèse. Personnellement, j'ai lu le code pénal, le code de procédure pénale, je n'ai pas vu cette peine-là. J'ai vu qu'on pouvait vous condamner à plein de trucs, mais vous condamnez à subir des sévices tous les soirs.
J'attends que l'Europe nous condamne. J'attends, vraiment. C'est un gros scandale de nos prisons. Je referme la parenthèse. Diels se retrouve donc en prison. Et là-dessus, il y a un élément nouveau. L'élément nouveau, c'est que un type qui est un de nos serial killers français a été vu dans le coin à un moment concomitant avec les faits. Et alors lui, c'est Francis Holm. On a un peu de mal à comprendre de quoi il parle parce qu'on n'a jamais réellement su s'il était là, pas là, s'il est là par moment, s'il est bête en plein, s'il se moque de nous, enfin voilà. Mais il fait des dessins où il raconte qu'il y a deux garçons qui se sont moqués de lui et il fait un dessin, il y a une voix ferrée. Et là, il y a quelqu'un qui dit oula, oula, oula. Et donc, l'avocat de Diels dit oula, oula et demande une réouverture pour éléments nouveaux. Éléments nouveaux en matière criminelle, droit. Donc, on rejuge son client une deuxième fois, motif pris que Francis Holm, qui est un tueur avéré, était dans le coin. Donc, avec cet élément nouveau, on rejuge Diels. Et Diels, qui est toujours un grand communicant, reprend perpète. Sauf que dans l'intervalle, la France a été condamnée par la Commission, par l'Europe, et a modifié sa législation. Et donc, il a le droit de faire appel. Et donc, il fait appel. Et il est repassé une troisième fois devant la cour d'assises. Il a changé d'avocat. Et la troisième fois, la cour d'assises l'a gracié. Il est libre maintenant. Il est libre et l'État lui a versé un montant de plusieurs millions d'euros parce qu'on lui a pris 10 ans de sa vie, 10 ans pendant lesquels il a servi d'objet sexuel à la maison d'arrêt dans laquelle il était. Voilà. Donc, c'est important, les degrés de juridiction. On est tiraillé entre tout le monde doit pouvoir être jugé 2 fois. Voilà, c'est pas extravagant comme demande. Et vous n'allez pas laisser tout le monde monter jusqu'à la cour d'appel. Et vous avez un exemple particulièrement criant lié à l'actualité sanitaire, pour le coup. Nous sortons d'une période un peu compliquée dont on peut souhaiter qu'elle soit finie. Et à l'issue de cette période, il y a un certain nombre de boîtes qui avaient été maintenues en vie artificielle. Elles auraient dû se casser, elles en étaient au point de leur chute où elles auraient dû faire faillite en 20, 21, 22. Comme il y a eu des reports, et que le temps que je paye pas, je suis pas en faillite. Tant qu'on ne me demande pas payer l'URSSAF, j'ai de quoi payer les salariés. Le problème, c'est le jour où il faut que je paye l'URSSAF avant mes salariés. Donc, j'ai le droit de quoi payer l'URSSAF et mes salariés, je n'ai plus de quoi me payer moi. Bon. Donc là, en l'occurrence, ces boîtes qui n'étaient plus viables ont continué une existence. Et puis, au retour des appels de cotisation, quand d'un seul coup, l'URSSAF vous dit, vous devez deuxième trimestre 19, 20 et 21 en entier, vous avez 8 jours. On a tous reçu des trucs avec 5 chiffres. Il y a plein de boîtes qui ont planté. Ils sont passés devant les tribunaux de commerce, fermés à la demande de l'URSSAF, qui a le pouvoir de faire fermer une boîte si on ne paye pas ce qu'on lui doit. Donc, on passe devant le tribunal de commerce. Devant le tribunal de commerce, votre boîte est liquidée. Et donc, où il y a un plan de redressement. Et donc, vous faites appel. Et vous faites appel parce que c'est votre boîte, parce que votre lecture n'est pas celle de l'URSSAF. Et donc là, effectivement, on se retrouve dans une situation où les premières juridictions ont prononcé des dizaines de milliers de liquidations, qu'il y a donc eu des dizaines de milliers d'appels et que maintenant les cours d'appel chambres commerciales sont saturées par des dizaines de milliers d'appels, étant précisé, pour être parfait, que s'agissant de la matière commerciale, les cours d'appel ont un délai très court pour répondre. Donc, en gros, on est en train de tout faire sauter parce que c'est des contraintes qu'on s'est mises nous-mêmes. On a dit il faut faire vite. S'il faut faire vite, il faudra être nombreux. Ouais, non, mais en général, on n'est pas nombreux, donc ça passe. Là, en l'occurrence, on est nombreux. Donc là encore, on va voir comment ça se goupille. Mais l'idée est que on puisse tous, autant que faire se peut, avoir 2 degrés de juridiction. Et ça signifie très simplement faire regarder son dossier par quelqu'un d'autre, en fait. Si vous y réfléchissez, vous dites non, mais avec lui, il n'arrive à rien, c'est une tête de bois. Si je te l'explique à toi, peut-être tu comprendras mieux. C'est très humain, en fait, même si la codification qu'on met par-dessus est un truc de... Ouais. Ça, c'était
le double degré de juridiction. Vient ensuite la collégialité ou le juge unique, comme je vous le disais. La collégialité, c'est extraordinaire. C'est important que les juges puissent discuter entre eux. C'est important qu'il y en ait un nombre impair. Je veux dire, la navette, à l'époque où elle volait, il y avait pas mal de décisions de vol importantes qui étaient prises par des ordinateurs. Il y en avait 3, des ordinateurs. Parce que pour le cas tout à fait improbable où il y aurait une différence de calcul, il prenait la majorité. Il prenait les 3 résultats, les 3 machines étaient les mêmes, tournées avec le même prog, les mêmes données. Si des fois il y avait une différence de résultat, il prenait les résultats le résultat qui avait été donné par 2 machines. Donc la collégialité, c'est important. C'est important. La collégialité, c'est l'image qu'on a de la vraie justice. Je passe pas devant un homme, où là, j'aurais la sensation de passer devant, je sais pas, le directeur de l'école, ou voilà, ou mon psy, ou rien. Non, je passe devant une juridiction, plusieurs personnes, une juridiction. Par ailleurs, notre code a intégré depuis longtemps la collégialité. Il est dit dans le code que les juridictions se retirent pour délibérer. Moi, j'ai eu à une époque un juge de la liberté de la détention qui était seul et qui disait « Sortez, je vais délibérer ». Donc maintenant, si on fait maintenant qu'on enlève la collégialité, on a des juges qui, d'après les textes, ont délibéré, mais tout seuls, avec eux-mêmes. C'est plus rigolo qu'un réel problème, mais vous voyez qu'il y a un truc qui a quand même un petit peu de jeu. Lorsque je décide avec moi-même, heureusement qu'assez souvent, je suis d'accord avec la décision que j'ai prise, au moins sur le moment. Des années après, on peut regretter, mais sur le moment, voilà. Donc là, la collégialité, c'est important. C'est important qu'il y en ait un qui puisse avoir une sensibilité autre et qui puisse dire non, mais est-ce que tu crois pas que... C'est important. Regardez, je vous explique un truc et vous réagissez, vous m'envoyez un petit mail. C'est une autre sensibilité, vous avez une autre vision. Moi, j'ai la vision du bourrin qui a appris la procédure et qui essaie d'articuler une procédure qui n'est pas très humaine avec un fonctionnement humain. Et vous c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, c'est important. Et on est en train de la mettre à mal pour des raisons simples et compréhensibles. D'abord, ça coûte cher. D'autre part, ça prend du temps. Voilà. Il y a 7000 magistrats en France. Si chacun rend un dossier par jour, ça fonctionne pas du tout comme ça, mais admettons-le comme cela. Si chacun rend un dossier par jour, c'est 7000 dossiers. S'ils sont groupés par 3 pour rendre un dossier, ça va quand même déjà être moins bien, quoi. On passe la barre des 2000, mais pas de beaucoup par jour. Donc voilà, il faut qu'il y ait 3 juges dans une salle. Très bien. Bon, est-ce qu'on peut faire 3 juges avec 3 salles? Les 3 salles, on les a. C'est pas grave. Contre les juges, il faut les fabriquer. On a le même problème pour les juges que pour les tout-bib. La différence près que les tout-bib ne demandent pas à être de moins en moins, ils demandent à être de plus en plus, puisque les magistrats demandent à être de moins en moins. C'est le problème, il faudra qu'ils gèrent. Le prix, ça pose un problème. La célérité, ça pose un problème, parce qu'on rend donc les dossiers un par un, on les rend par bus de 3. Et puis la solennité. La solennité. Lorsque vous entrez dans une salle et que vous avez au fond de la salle un type qui est en civil et qui est assis à un bureau normal, ça fait pas le même effet que quand vous rentrez dans une salle et que au fond de la salle, vous avez 3 types qui sont pas du tout en tenue normale, ils sont en robe et qui sont assis plus haut, voilà, dans une salle qui a beaucoup de plafonds. Ça s'appelle la solennité. Je plaidais devant la cour d'assises, devant les assises de l'Isère, dans l'ancien palais de justice. Il y avait 7,50 m de plafond, un truc comme ça, dans la cour d'assises, avec des boiseries, avec Marianne tenant la justice, enfin des trucs. Si vous avez l'occasion de visiter l'ancien palais de justice, il se visite, c'est un truc magnifique. Moi, je me souviens être rentré dans la salle en me disant si je m'évanouis pas, c'est bien. Alors que c'est pour moi, j'étais pas condamné, moi j'étais que l'avocat. Dites, si je tombe pas dans les pommes, c'est bien. Il y a vraiment beaucoup de solennité, beaucoup d'intensité. Par ailleurs, quand vous êtes devant une cour d'assises, les magistrats, pas que les magistrats, il y a le jury, bien sûr, mais les magistrats en rouge. Bon, on a mis tous les codes dans le bonjour.
dans le bon sens. Et puis, il y a un adage qui est un vieil adage, et celui-là, il va falloir le faire sauter, qui est l'adage qui disait que juge unique, juge inique. Voilà. Donc, on considérait que c'était bien. Il va falloir évoluer. Mais bon, voilà. Donc, chaque fois qu'on vous propose la collégialité, dites oui. En fait, on vous propose pas la collégialité, on vous propose à titre exceptionnel que ce soit pas collégial. Dites non. Si vous n'avez pas besoin que votre dossier soit réglé rapidement, dites non. Pourquoi? Parce qu'il sera jugé dans 3 ans, votre dossier. Parce qu'il n'y a pas la place pour trouver 3 juges. Si vous avez besoin que votre dossier avance rapidement, dites oui. Comme ça, vous avez la solution rapidement, parce que en fait, c'est déjà organisé pour fonctionner comme ça. Le droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable, c'est une autre de nos grandes valeurs. C'est très facile à comprendre, en fait. C'est l'article 6, c'est le DH, la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit qu'on a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Donc, on a résumé ça au droit au procès équitable. Une fois encore, il faut pas faire un snip, il faut prendre la phrase en entier. Vous avez droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Nous sommes régulièrement condamnés pour défaut de délai raisonnable. Parce que lorsque vous jugez un type pour une violence dans le crâne, place Grenette, 2 ans après, ça n'a pas de sens. Lorsque vous jugez des types en cour d'assises 5 ans, 10 ans après, ça n'a pas de sens. Lorsque vous jugez l'accident du Monsanto des 19 ans après, ça n'a pas forcément de sens. Et c'est une violation. Donc, la France est condamnée régulièrement. On essaie de s'améliorer, mais ça couine un peu. Alors, l'idée est celle-ci. Le délai raisonnable est une garantie tellement fondamentale que c'est même peut-être la première, quoi. C'est vraiment, on ne peut pas vous faire sécher pendant des années. Parce que si je vous fais sécher librement chez vous dans le cadre de votre vie civile, c'est bien. Si je vous fais sécher en détention provisoire, parce que ma justice est lente, il y a un problème. Le code pénal prévoit pas des sanctions liées au fait que la justice est lente. Par contre, il y a une procédure qui prévoit des sanctions contre l'État si la justice est lente. Comment on fait ça? Ça, c'était le droit à un procès équitable, ça tombe sous le sens. Un autre truc rigolo, c'est le droit à un procès par un tribunal. Ça paraît crétin comme ça l'est pas du tout. Ça veut dire qu'il n'est pas question que vous soyez condamné, convoqué à la préf, et qu'un type dans un bureau vous dise, bon, alors vous, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, puis en partant, vous laissez votre permis. C'est interdit. Voilà, ça peut être une mesure provisoire, c'est une suspension administrative de permis, mais vous ne pouvez pas passer dans une salle et être jugé comme ça. Vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle, vous connaissez peut-être pas son nom technique, qui est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC. Vous connaissez par contre l'appellation grand public, qui est le plaidé coupable. Vous rentrez vous passez devant un juge, vous dites au juge, le juge dit, bon, vous avez fait ça, hein, c'est un proc. Vous avez fait ça, vous dites oui. Il dit, ben voilà, je vous propose telle peine. Si vous dites oui, il vous envoie devant un juge, vous faire homologuer. Lui, il est procureur, il est magistrat, mais il n'est pas juge. Et il vous envoie devant un juge, qui est aussi un magistrat, mais un juge, pour vous faire juger, pour homologuer la décision. Parce que sinon, ça veut dire que la décision a été rendue par un procureur, qui ne peut pas être un tribunal, puisque ce n'est pas un juge. Vous voyez le côté bien psychorigide des juristes, comme c'est pratique. Si, alors, sinon. Je trouve ça pratique. Donc, aujourd'hui, dans le cadre d'un plaidé coupable, vous passez devant un magistrat et ce magistrat vous fait une offre. Si vous acceptez cette offre, vous allez ailleurs. De l'autre côté, hein, c'est la pièce à côté, où c'est un magistrat qui dit OK, 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 OK. Qui, des fois, peut dire pas OK s'il trouve que vous avez obtenu une trop bonne décision. Voilà. Il y a quelques années, j'assiste à un type qui, judiciairement, c'est un dossier rigolo. Humainement, c'est une catastrophe. Et par ailleurs, c'est le frère d'une copine. Bon. Il picole. Grave. Et un jour, il a eu l'idée fumante de prendre une bouteille de vodka, de la boire et ensuite de prendre sa bagnole. Et alors, c'est bien fait la vie. Il n'a pas réussi à sortir de sa copropriété. Il a béné la voiture sur le chemin pour aller au portail de la copro, tellement il était chlasse. Et pour une raison que je ne m'explique pas, nous passons en CRPC. Enfin, si je peux l'expliquer, je vous la fais courte. Nous passons non pas au tribunal correctionnel, mais en comparution
en plaider coupable, d'abord parce que c'est les mêmes peines, et d'autre part parce qu'il a strictement blessé personne. Il a baigné sa voiture, bien fait. Et c'était à Vienne, en décembre. Et je pars de Grenoble et je prends ma moto, puis je suis un motard, et je vais à Vienne. Et j'arrive et je suis donc en grand l'habit de lumière, le casque, le blouson, la dorsale, les bottes, l'orchestre. Et je me change, j'enlève tout mon fourbi et je mets l'autre habit de lumière, la robe noire de l'avocat. Je rentre dans la salle avec mon client et je pose l'intégrale, la dorsale, les gants, tout le fourbi. Et on se retrouve devant le procureur de la République, on discute le coup. Mon client dit, bon, j'ai un problème. Hein. Voilà, je peux vous dire un truc, ce que dirait Palma, il dit, j'essaie, mais il n'arrive pas. Voilà, il dit, là, j'ai pris rendez-vous avec une aide psychiatre. Voilà, j'essaie de, sinon je vais crever, et puis je vais crever, je vais peut-être tuer du monde. Et le magistrat fait une offre très honnête. Moi, j'avais dit à mon client, si tu me vois pas me battre, c'est pas que je viens de laisser mon pavillon, c'est qu'on se bat pas, on accepte et on dit merci, monsieur. Il m'a dit d'accord. Et le proc nous fait une offre. Et je dis, je réponds du tac au tac au procureur que mon client qui est à côté de moi. Hein. Je dis, mon client est d'accord. Hein. Voilà. Donc là, on ne va pas lui faire perdre son temps. On sort. Et je dis à mon client, vous m'attendez dehors. On prétend qu'on se... Vous m'attendez dehors. Et je dis, proposition qu'il vous fait, je m'en tire avec une amende, je suis piéton pendant 1 an, et ça s'arrête à peu près là, quoi. C'est vachement bien. Pas d'interdiction d'exercice. C'est toi? Ok. Voilà, 1000 excuses. Voilà, donc tout se passe bien. Et mon client sort, et moi je ramasse mes affaires. Et je ramasse ma veste, le casque tombe, je ramasse le casque, les gants tombent, enfin bon, fourbi habituel. Et donc je reste 3 secondes, je me retrouve seul dans la pièce avec ce proc. Et à ce moment-là, derrière moi, j'entends une voix, il n'y a que lui, hein, que le proc et moi. Il me dit, vous roulez sur quoi? Voilà. Ça, c'est juste pour vous mettre un petit... c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi on avait une bonne proposition. Le procureur de la République était un motard. Donc, positivement, ça me fait rire. Négativement, c'est quand même embêtant que j'obtienne une bonne décision parce que j'aurais répondu que j'étais venu avec mon 1300 yens et qu'ils trouvent comme moi que c'est une machine extraordinaire. Donc, on est passé devant un juge. Voilà pourquoi il y a toujours un juge. Et voilà pourquoi vous avez toujours droit à un procès par un tribunal. Et puis, vous avez des tribunaux, comme on a 2 ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, et que c'est spécialisé. Je vous interdis de gérer les affaires de l'État à vous, juges judiciaires. Je vous interdis de gérer la vie des personnes à vous, juges administratifs. Il y a un moment où je vais avoir des dossiers dans lesquels est-ce que je vais être judiciaire ou administratif? C'est embêtant. Je prends un exemple. Vous avez en France une chose qui s'appelle la délégation de service public, la DSP. C'est le fait que l'État dit, bon ben voilà, vous allez faire ça, vous agissez comme ça, et en fait, c'est un service public, c'est à moi de le faire. Et plutôt que de le faire faire par mes fonctionnaires, je le délègue. Un très bon exemple de DSP, c'est la construction et la gestion des autoroutes. Une délégation de service public. Bon, très bien. Là-dessus, il y a quelques années, on construit l'autoroute pour aller à Valence. Et l'autoroute pour aller à Valence, on l'encaisse dans une large mesure parce que la topo le permet, puis c'est moche, une autoroute. Donc on l'encaisse à hauteur des champs de noyer à des mois de Grenoble. Et sur les bas-côtés, il y a des lapins. Et les lapins, soit ils traversent l'autoroute, ils se font écraser, soit ils remontent. Là, ils ne se font pas écraser. Et s'ils remontent, en plus, il y a des noyers, il y a des trucs. Donc, ils commencent à faire leur truc de lapin. C'est-à-dire, pour l'essentiel, ça fait beaucoup de lapins. Et ça fait des terriers, des trucs et des machins. Et ça flingue les noyers. Et donc, là, les éleveurs de noix ou cultivateurs, je ne sais comment ils se définissent eux-mêmes, disent on a un problème quand même. Vos purées de lapin, là, sont en train de flinguer nos arbres. Donc, ils assignent. Ils assignent AREA, l'exploitant de l'autoroute, boîte privée, tribunal judiciaire, où ils assignent l'État,
qui est en charge de développer l'autoroute dans le cadre du plan autoroute machin 2022, ce que vous voulez, bidulette, et qui n'est pas foutu capable de créer une autoroute sans que ça crée des dégâts aux gens autour. Est-ce que ce sont, pour dire les choses de façon plus rigolote, des lapins judiciaires ou des lapins administratifs? Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, les haras nationaux passent commande pour une saillie. Je ne fais pas un dessin. En droit administratif, ils ont acheté un poulain. En droit civil, en droit judiciaire, ils ont acheté une saillie. Une petite différence entre les deux. La prestation est servie, pour dire les choses avec légèreté. Les choses se passent, mais la jument ne mène pas la gestation, la grossesse, whatever, à terme. Et les haras demandent le remboursement. Et le type qui est venu avec son étalon dit « Moi, je suis désolé, la prestation a été servie. C'était, comment vous dire ça, vous voyez, la prestation, eh ben, elle a été servie, voilà. » Et les haras nationaux disent bah oui, mais nous, le poulain, on l'a pas, quoi. Donc, il y en a un qui dit « Moi, ma prestation a été servie. » Et l'autre qui dit « Bah non, ta prestation, elle n'a pas été servie. » Il y en a un qui dit « Mais moi, j'ai vendu une saillie. » L'autre, il dit « Mais moi, j'ai acheté un poulain. » Quelle est ma cause? Quel est l'objet lointain? Moi, je n'achète pas une saillie, je ne fais pas la collection. Ce qui m'intéresse, c'est le poulain. Donc, la vraie question était de savoir, les termes sont rigolos, mais le problème juridique était exactement celui-là, c'était de savoir si c'était une saillie administrative ou une saillie judiciaire. Heureusement, nous avons un problème, nous avons une solution. Nous avons un problème, nous avons également une solution. D'après vous, comment est-ce qu'on a réglé la question de savoir ce qui relevait du judiciaire et ce qui relevait de l'administratif? Ouais, hein. Ben, c'est simple, vous l'avez pourtant sous le nez, on a mis un tribunal entre les deux pour déterminer ce qui relève du tribunal administratif et ce qui relève du tribunal judiciaire. Je vous charrie, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais vous voyez ce que je veux dire. On a donc mis en place un truc qui s'appelle le tribunal des conflits. Le tribunal des conflits est entre les deux, judiciaire et administratif, il est ni l'un ni l'autre. Il est là pour dire c'est toi ou c'est toi. Et le tribunal des conflits, il est saisi. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on était dans un système de justice déléguée et que la justice déléguée, c'était la justice qui nous permet de sortir de l'œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas moi qui rends la justice, c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, le juge rend la justice. Les mots ont là encore un sens. Dans un système de justice déléguée, je ne peux pas dire à un juge « Ah, écoute, j'ai un problème, je te saisis ». Le juge dit « Ah, c'est pas moi ». Et je vais voir l'autre juge et il dit « Ah, c'est pas moi ». Et il n'y a pas de justice là. Et ça, c'est pas possible et c'est interdit par nos textes. C'est ce qu'on appelle le déni de justice. Il est interdit à l'État de ne pas rendre la justice puisqu'il nous l'a volée d'une certaine façon. Nous sommes dépossédés par contrat social de la capacité de nous mettre des marrons entre nous pour rendre la justice. Nous avons accepté une démarche de civilisation, c'est-à-dire le fait de passer en justice déléguée. Nous avons accepté de construire un système juridique qui est très compliqué, mais très beau. Pas compliqué au mauvais sens du terme, il est subtil, notre système juridique. Il faut empêcher d'urgence les bourrins de le massacrer, mais il est subtil, notre système juridique, c'est un régal. Autant vous m'entendez pester contre les bastiens qui ne marchent pas, autant peut-être vous avez remarqué que je suis relativement passionné par ça, par la règle de droit et par l'alternative que ça permet. On va arrêter de se mettre des marrons dans la figure, on va emporter une décision par la force de la conviction et du raisonnement. C'est magnifique, de mon point de vue. Voilà, de même que vous expliquez par la force du code, de la logique, de l'enchaînement de séquences, vous expliquez à des machines ce qu'elles vont faire, quoi, d'une certaine façon. Et voilà, chacun fait le pas vers... Voilà, on essaie de trouver des façons de faire fonctionner le truc. Le droit, pour ça, c'est vachement bien. On a trouvé
très belle alternative. Mais comme je vous le disais, le risque, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous ne me rendez pas la justice, alors c'est pas la peine que vous me la rendiez. Hein. Je vais venir la récupérer moi-même et je vais aller lui expliquer à machin que ça marche pas comme ça la vie. Vous en avez des exemples très simples lorsque vous avez un problème à régler, que vous allez voir un de mes confrères et que ce confrère vous dit, écoutez, ce problème-là se règle en 2 ans. Un problème tout bête, hein. Vous avez un appartement que vous avez acheté et puis vous avez été muté ailleurs ou à telle heure et cet appartement, du coup, vous le mettez en location. Vous avez un problème de locataire qui ne paye pas un loyer, par exemple. C'est extrêmement classique en France. Pardon. Euh, Si vous allez voir un avocat pour lui dire, écoutez, mon locataire ne paye pas les loyers, qu'est-ce que je fais? L'avocat vous dira, bah, écoutez, il n'y a aucun problème. Normalement, d'ici 18 mois, ça devrait à peu près se régler. Il faudra qu'on soit bon pour obtenir la mise en œuvre de la force publique, mais pour avoir une décision, on devrait s'en sortir. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, on va s'arrêter là matin, je vais y aller. Demain midi, je mets ses affaires dehors, ça tombe bien, il pleut, je change le verrou et c'est fini. Voilà. Faisant ça, il est totalement hors la loi, mais il sait qu'il n'arrivera à rien. Donc, moi, ce que je lui propose pour être légal, d'abord, ça va coûter des sous, ça va durer 2 ans. Lui, il a réglé le problème. Donc, vous voyez, quand ça marche pas, quand il y a une situation qui est analysée comme un déni de justice, et le type qui m'avait dit, maître, je vais y aller, je vais tout mettre dehors moi-même, pour lui, c'était un déni de justice. Il dit, ça marche pas, votre truc. Donc, je le fais moi-même. Donc, si j'impose un système, il faut qu'il marche. Donc, il nous faut un tribunal des conflits pour pouvoir dire, c'est toi qui juges ou c'est toi qui juges. Vous m'avez mis un système dual. Un système dual, il y a 2 possibilités, 2 solutions de blocage. Il y en a une qui est épouvantable, c'est ni moi, ni moi. Ça, c'est le conflit négatif de compétences. C'est-à-dire que c'est personne. Alors là, vous avez un problème, vous tapez à toutes les portes et c'est personne. Et quand c'est administrativement personne, je vous prie de croire que c'est personne. Personne. Vous faites suer, barrez-vous. Et puis vous avez l'autre qui est le conflit positif, qui est peut-être plus rigolo, où le juge judiciaire va dire non, mais ça c'est moi, ça c'est un problème, ça concerne moi. Et vous avez l'autre qui va dire non, mais ça c'est moi, non, tu rigoles quoi, ça concerne moi, c'est ma juridiction. Donc à ce moment-là, vous vous retrouvez dans un conflit positif où en fait tout le monde est compétent. Tout le monde étant compétent, ça pose d'autres difficultés puisque les règles qu'ils appliquent ne sont pas les mêmes. Donc on a un tribunal des conflits. Voilà. Et sur le tribunal des conflits, son boulot, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui se sente concerné, éventuellement qui se sente concerné parce que ça descend, hein, que c'est le tribunal des conflits qui dit c'est toi. Voilà. Ça, c'est pour régler l'aspect dual. La célérité de la justice, je passe, je vous ai déjà dit ce qu'il en était actuellement. On a en moyenne un délai de cours d'appel délai standard d'appel, c'est 2 ans et demi si vraiment c'est un dossier trivial. N'importe quel dossier qui nécessite on s'y penche un peu, c'est 4 ans. Voilà. Donc en 4 ans, vous avez le délai standard de la cour d'appel chambre commerciale de Grenoble est supérieur au délai de prescription. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà conclu pour dire à des juges, c'est mort, vous avez tellement attendu que j'ai forcément gagné, le dossier s'est arrêté, c'est prescrit. Donc, c'est la cour de casse qui m'a donné tort. En tordant loi le nez à une règle disant que, en gros, les juges ont le droit de passer le délai, mais pas moi. Bon. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, je ne veux pas, c'est vraiment la seule solution. Par ailleurs, je vous dis, il y a des moments, les gars, ils peuvent juste pas, quoi. Quand tout le monde fait l'appel parce qu'il vient d'y avoir le Covid et que toutes les boîtes ont fermé, c'est pas la faute à madame Rollin, présidente de chambre, qui a pris sa retraite depuis. Bien. Voilà pour la partie des principes. Ces principes, ces grands principes, en France, se déclinent donc sont mis en musique par une juridiction judiciaire. Les particuliers entre eux et les particuliers et l'État en termes de violation des règles. Donc là, on est vraiment dans Rousseau, versant contrat social, vivre ensemble. Et puis, vous avez l'ordre administratif, c'est Rousseau, versant contrat social, contrat de fonctionnement de la société. Il y a des administrations, il y a des règles, il y a des délais, vous avez respecté le délai, est-ce que vous êtes recevable, est-ce que vous n'êtes pas recevable? Le cambouis, si vous voulez, le cambouis fonctionnel de la société. On n'est pas dans les grands principes humanistes, on est dans le
principe de base qui est que, voilà, quand vous dites que vous avez 10 jours pour faire appel, c'est 10 jours jusqu'à quelle heure? Voilà. Ça, il va falloir y penser. Parce que du point de vue de l'agent de l'État, c'est 10 jours jusqu'à 16 heures, parce qu'après il est parti. Et du point de vue du type en face, c'est 10 jours jusqu'à minuit. Parce que le code civil ne précise pas. Et que le jour, c'est jusqu'à 23, 59, 59. Après, c'est demain. Voilà. Donc, il faut inventer des trucs, le dies ad quem, le dies ad quo. On a trouvé des solutions pour ça. Mais voilà, l'ordre administratif a cette vocation-là. L'ordre administratif a vocation à statuer si vous déposez un permis de construire. Lorsque vous déposez un permis de construire et que votre voisin est furieux parce que si on vous l'accorde, il perdra la vue sur Beldon, par exemple, il doit saisir le tribunal administratif. Il attaque une décision administrative. Il vous attaque pas, vous, au civil, en disant « tu me fais suer, je vois plus les arbres et je veux 1000 balles par jour ou je vois plus les arbres, pardonnez-moi, mais la forêt, parce qu'elle est cachée par les arbres. » Figurez-vous que je pense à un dossier. Voilà, c'est une attaque contre la décision. Vous avez quelqu'un qui se voit refuser un changement de nationalité ou une évolution de son statut, il peut avoir un recours contre une décision. C'est ce qu'on appelle un recours contre une décision individuelle causant grief. Donc ça, c'est le registre de l'administratif. Et puis, des fois, ça se télescope. Ça se télescope parce que l'organisation pratique n'est pas la même. Et puis, vous avez des juridictions politiques. Les juridictions politiques, on va les balayer très vite. Je pense que on n'est pas à la fin des saisines de la Cour de justice de la République, soit parce que des magistrats trouvent que le nouveau garde des Sceaux règle ses comptes quand il était avocat, soit parce que on va contester un avis de classement sans suite d'une poursuite pour viol du ministre de la Justice, soit pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, mais celles-là, effectivement, ces gens-là ne relèvent pas des mêmes juridictions que nous, ils relèvent des juridictions politiques. C'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, c'est la loi de 93. Et c'est une loi de 93 qui a été votée suite à l'affaire du sang contaminé, où là, personne n'était coupable. Voilà, et la ministre de l'époque, qui devait être Georgina Dufoy, je crois, a sorti une phrase qui est restée célèbre, elle a dit « Je suis responsable, mais pas coupable ». Et les gens qui étaient morts et les familles des gens qui étaient morts ont dit « va falloir que tu fasses un effort, parce qu'on va pas tolérer ça ». Donc, on a créé une cour de justice spéciale. Il y a donc une cour de justice qui n'est pas celle de vous et moi, on va dire. Parce que ce n'est pas pour des actions de vous et moi. Voilà. Et peut-être bien que cette cour de justice va être saisie dans les années qui viennent. Elle va être saisie. Dans quel sens elle tranchera, on verra. Mais elle va être saisie du fait de la gestion de l'épisode épidémique. Maintenant qu'on a vu les principes et qu'on a vu la dualité de nos ordres, il faut qu'on voit les procédures. J'ai oublié de vous dire que l'organisation judiciaire, moi je voyais ça comme un grand tas. Comme je vous l'ai dit, la pensée en deux parties chez nous, c'est relativement naturel. Donc, grand B, les procédures. Donc, les procédures, c'est comment je vais mettre en œuvre, pratique, ces grands principes. Vous voyez l'entonnoir judiciaire et juridique qui se présente. On a commencé quand même globalement par le droit romain et le droit de la vieille Allemagne, et on en est maintenant là où est le palais de justice, quoi, en pratique. Donc B, les procédures. Et comme je vous l'annonçais, il y en a plusieurs, on va se les faire toutes les trois. Donc comme ça, j'ai défloré, j'ai spoilé, il y a 3 procédures. La première, c'est la procédure civile. Procédure civile. La procédure civile, elle a pour but, je pense que c'est suffisamment important pour que vous le notiez dans un coin de casier en verbatim pour chacune de ces 3 procédures, parce que leurs buts ne sont pas les mêmes. La procédure civile a pour but d'organiser le déroulement du procès civil. Vous allez me dire, oula, ça vous a épuisé. La procédure civile, c'est le procès civil. Waouh, si on s'y met tous, on va réussir à comprendre. Ouais. Bon, passez la rigolade. La procédure civile a pour but d'organiser le déroulement du procès civil, parce qu'un procès civil, c'est pas un procès pénal et c'est pas un procès administratif.
Pour le reste, vous avez raison, la procédure civile a pour but d'organiser le procès civil. Franchement, chapeau s'il y a plusieurs. Pour organiser le procès civil, la procédure civile, elle réglemente des choses. Et elle va réglementer des délais. Elle va réglementer des mentions obligatoires sur les actes de procédure. Elle va réglementer des règles de preuve. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire en matière de preuve. Elle va réglementer des principes non négociables. Elle va réglementer ou régler, comme vous le voulez, l'avancement des dossiers. Et elle va régler les voies de recours. Je vais descendre un petit peu ces différents éléments, mais le résumé, si vous voulez, la finalité ramenée à un seul mot de la procédure civile, c'est qu'elle garantit le caractère contradictoire. Contradictoire en droit ne signifie pas tout et son contraire attaché ensemble, c'est pas contradictoire au sens commun, c'est que tout le monde a pu apporter la contradiction à tout. Vous avez affirmé quelque chose, il m'a été donné la possibilité de dire ce que j'en pensais. De dire que j'étais d'accord, de dire que c'était très beau, ou de dire que c'était absolument n'importe quoi, ou que c'était un mensonge, et éventuellement, ou de combattre par d'autres éléments que j'apporte moi, pour combattre votre thèse. C'est ça, le contradictoire. Et je dois prouver que j'ai fait les choses de façon franco. Il n'est pas possible en droit français de vous pointer à la barre du tribunal civil avec le papier de la mort qui tue dans la poche, et de dire, vous allez voir ce que vous allez voir, et d'un seul coup, crac, vous sortez le papier, et tout s'arrête, votre adversaire disparaît, et le juge se met à genoux, les lumières baissent, et vous êtes décoré. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous faites ça, vous courez le risque, et la certitude, si vous avez face à vous un petit peu dans mon genre, et mon métier, il y en a quand même, on est tous comme ça, on va vous faire écarter la pièce. On va vous dire cette pièce n'a pas été débattue contradictoirement, je demande qu'elle soit écartée des débats et qu'elle n'existe pas. Je demande au juge de prendre sa décision sans connaissance de cette pièce. Si c'était votre pièce de la mort qui tue et que vous l'avez gardée jusqu'au dernier moment pour voir ce qu'on va voir, ben on a vu ce qu'on a vu, vous avez perdu. Voilà. Donc, tout le but de la procédure civile, c'est garantir ce caractère contradictoire. Et c'est une force extraordinaire. Et quand vous dites à quelqu'un qui est procédurier, en général, vous ne lui faites pas un compliment. Mais quelqu'un qui est procédurier, c'est peut-être un enquiquineur, mais quelqu'un qui est procéduralement bon, c'est un bon avocat. Voilà. Moi, quand j'étais élève avocat, j'avais un prof, enfin, un maître de stage en avocat, qui me disait le droit, on s'en fout du droit. Le droit, c'est dans les bouquins. Le jour où il faut le bouquin, vous ouvrez le bouquin. Il dit si vous voulez gagner des dossiers, faites de la procédure. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, la procédure civile, je vous le disais, réglemente les délais. Délais, pourquoi? Parce que il n'y a pas plus simple pour ne jamais être condamné à rien que de ne pas broncher. Vous m'assignez, je ne réponds pas. Voilà. Vous allez au tribunal, le juge dit bon, bah, écoutez, on fait un courrier à votre adversaire, puis on va voir. Vous retournez au tribunal 6 mois après, le magistrat dit bon, on lui a fait un courrier, mais ça l'a pas ému particulièrement. Notre président a des expressions élégantes pour dire quand ça ne l'émeut pas. Ça lui en une sans lui. Bon, bref. Où va la politique? Si je ne branche toujours pas, au bout d'un moment, le juge va vous dire, écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas aller le chercher. Hein. Vous pouvez lui faire un procès, il ne vient pas, mais il ne vient pas. Voilà. Donc, il ne s'est rien passé. Donc, on est dans un cas où le système ne fonctionne pas, et un cas dans lequel, en réalité, on a un déni de justice. Une petite seconde. Voilà. Anyway, donc le code de procédure civile, donc la procédure civile, fixe des délais. Il dit, lorsque vous assignez quelqu'un, vous devez l'assigner dans un certain délai. Et si lui doit faire des choses, il doit les faire dans un certain délai. Sinon, c'est mort. Et une fois que vous avez fait ce quelque chose et que vous avez assigné le type, vous devez porter la preuve que vous l'avez assigné dans les délais au tribunal pour qu'il y ait un tampon, pour prouver que c'est clean. Et la procédure a cette force que lorsque vous tombez sur un procédurier, vous avez qu'une envie de le tuer parce que c'est insupportable, mais que si c'est bien fait, le type est imprenable. Si j'ai respecté la procédure, et que j'ai gagné, vous êtes mort. Si j'ai
tricher pour gagner, je peux me faire lever parce que j'ai triché. Si j'ai respecté la procédure, vous êtes mort. Ah. Et respecter la procédure, ça ne veut pas forcément dire vous montrer toutes mes billes et vous dire tout ce que je vais faire. C'est vous donner tous les éléments pour être à même de comprendre vous-même par où je vais passer pour essayer de vous coincer. Si vous y arrivez, vous gagnez. Si vous n'y arrivez pas, je gagne. Simple. Je vous ferai appel. Donc, les délais, c'est prévu. Les mentions obligatoires aux actes. Mentions obligatoires aux actes, lorsque vous assignez quelqu'un, que vous lui adressez une assignation, non seulement vous avez des délais pour le faire, vous avez des mentions, et ces mentions, figurez-vous, pour l'essentiel, c'est les délais qu'il a lui. Le code de procédure civile se fout éperdument de savoir qui a raison, qui a tort, il n'y a pas de notion de victime ou autre. Il n'y en a pas un qui a des délais pour faire suer l'autre et l'autre qui ferait ce qu'il veut. Comme je vous le disais, l'autre, ce qu'on veut, c'est qu'il réagisse. On veut faire avancer on veut régler le problème, sinon c'est un déni de justice. Donc, on veut qu'il réagisse. Pour qu'il réagisse, il y a des délais coupe-choix, où il fait ça dans un certain délai, où on continue sans lui. Et si on continue sans lui, ça veut dire que le juge n'aura qu'une version des faits. Il aura quelle version? Il aura la version de celui qui n'est pas content et qui fait un procès à l'autre. Donc, il manquera, à minima, une moitié du spectre. Et le code vous dit que le juge n'est pas là pour suppléer votre défense. Si vous ne le faites pas, si vous ne vous défendez pas vous-même, le juge n'est pas là pour vous défendre. Alors là, je dois mettre un énorme bémol. Les juges, maintenant, font de la morale et ils sont là pour vous défendre. Oh, quand même, c'est pas normal. Si on faisait du droit, président, et pas votre truc, faire du droit. Mais bon, en attendant, ce que je vous dis est tellement vrai que les mentions obligatoires aux actes, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il est écrit sur l'acte que le type qui est en train de le lire a 15 jours pour prendre un avocat inscrit au barreau de Grenoble ou de la ville devant laquelle le TGI de laquelle il est assigné. À défaut de quoi, une décision sera rendue sur les seuls éléments de fait ou de droit présentés par le demandeur. Et vous voyez que ça me vient avec suffisamment de fluidité pour que ce soit effectivement la formule officielle. Donc, lorsque vous faites un procès, vous assignez un type et vous l'informez de tous ses droits. Si vous ne l'informez pas de ses droits, votre assignation est nulle. Et moi, je suis avocat. Le type vient me voir avec l'assignation, je commence par le dire. Il me dit, oui, mais c'est parce que en fait, c'est le neveu du cousin de stop, taisez-vous, s'il vous plaît. Passez-moi l'assignation. On va commencer par regarder ce qu'elle vaut. Et s'il y a le moindre problème, elle saute. Et on ne parlera jamais du fond du problème. Donc, c'est fondamental. Donc, lorsque vous faites une assignation, vous mettez toutes les mentions. De toute façon, comme vous devez la faire délivrer par l'huissier de justice, lui engage sa responsabilité s'il n'y a pas les mentions. Donc, la procédure civile fixe aussi les règles de preuve. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour prouver ce que je dis et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire pour prouver ce que je dis. D'après vous, pendant que je continue, là, je vous laisse réfléchir. Est-ce qu'il y a une règle comme ça qui vous viendrait à l'esprit en droit civil concernant les règles de preuve? Voilà, je vous laisse. La procédure civile parle aussi des principes non négociables. Les principes non négociables, alors là, c'est simple. Il y a un principe qui est à la fois une règle professionnelle pour moi, sanctionnée par un examen. Les règles pro à l'école du barreau, ça rigole assez peu, et qui est une règle du code de procédure civile. Cette règle, c'est la communication des pièces. La communication doit être complète, spontanée et préalable. Les trois, complète, spontanée et préalable. C'est-à-dire que je dois sortir toutes mes pièces. Il n'est pas question que je vous donne les 4 premières et que au juge je donne les 10, la totale. Préalable, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que je vous donne dans l'audience, ni même à la barre. Il y a un délai qui est fixé par la procédure, qui est la clôture, après quoi je ne peux plus rien produire. Et spontané, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, vous n'êtes pas obligé de me torturer pour que je vous les adresse. Donc, moi, si je vous fais un procès, vous allez voir votre avocat m'appelle, me dit « Salut, ce sera moi en face, tu me passes tes pièces ?» Je dis « Oui ». Je lui passe, par un bastringue électronique mis en place par l'État qui fait mal, rien qu'à regarder, mais qui sert à prouver que je lui ai bien remis les pièces. Et à lui, avec ces pièces, de comprendre par où je vais passer. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est très différent de lui filer toutes mes billes. S'il n'est pas complètement crétin, il va voir par où je passe. Mais peut-être que je vais le surprendre.
Voilà. Je ne lui ai pas dévoilé ma stratégie, je lui ai donné mes pièces. Mais si la communication est complète, préalable et spontanée, le type est coincé. Je ne peux pas dire qu'il y a un défaut, qu'est-ce que c'est que cette pièce, parce que c'est une violation du contradictoire. Il n'y a pas de violation du contradictoire. J'ai communiqué mes pièces. La règle de preuve sur laquelle je vous ai laissé au bord de la route, euh, c'était ma question précédente, c'est le fait que, en France, la justice est rendue en français. Donc, l'ordonnance de Villers-Cotterêts s'applique en matière de justice lorsque vous pouvez. Vous pouvez de façon contradictoire, ouais, mais vous pouvez en français aussi. Voilà. Si vous commencez à sortir des mails en anglais, ça va couiner. Ça marche aussi pour toutes les autres langues. La seule langue admise, c'est la langue française. Et donc, vous devrez avoir une traduction par un traducteur assermenté. Donc, je réfléchissais avant. Il faut vraiment que ce soit une pièce nécessaire parce que le bout de mail de 4 lignes, une fois qu'il est passé par la moulinette de certification du traducteur assermenté, commence à avoir été un petit peu déçu. La procédure civile, elle vise également l'avancement des dossiers. L'avancement des dossiers, c'est le fait que vous avez ce qui s'appelle une mise en état et un magistrat va dire, OK, ce dossier a été appelé pour la première fois le jour où on a enrôlé l'assignation, hein, donc vous avez écrit ce que vous pensiez, un huissier l'a porté à l'adversaire, vous l'avez signé là, et vous avez le deuxième exemplaire où l'huissier dit « je certifie que j'ai bien délivré la pièce », vous filez ça au greffe, et ça devient un procès. Et ensuite, il est appelé par le magistrat qui appelle tous les dossiers, et qui va dire « bon, dans ce dossier, qui a besoin de quoi ?» Voilà, vous avez assigné, très bien. Est-ce qu'il y a un avocat en face? Oui, c'est vous, maître. Très bien, c'est vous, parfait. Et donc, vous lui avez déjà donné les pièces, c'est bien. Combien de temps il vous faut pour conclure? 2 mois, d'accord. Bon, ben, on se retrouve dans 3 mois. Voilà, comme ça, vous aurez conclu. Et le magistrat avance. Ça, c'était la version quand j'ai commencé mon exercice professionnel, c'était des humains. Maintenant, ils ont mis une espèce de machine qui fait que je peux avoir des dossiers qui se clôturent le dimanche soir, alors que je pensais passer du temps avec mes gosses. On est un certain nombre à trouver que c'est pas franchement sympa. Ça, c'est l'avancement du dossier. Et puis, le code de procédure civile, il gère aussi les voies de recours. C'est-à-dire que il va régler ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas content. Vous avez une expertise, est-ce que vous pouvez demander une contre-expertise? Vous avez une décision, est-ce que vous pouvez faire appel? Si vous avez une procédure incidente, c'est-à-dire un bout de procédure qui part d'une procédure principale, par exemple pour faire une expertise dont on a besoin. Si vous faites appel de la mesure incidente, attention, vous risquez de monter directement en appel pour le tout. Enfin voilà, il y a deux ou trois risques. La procédure civile, son but, c'est de garantir le caractère contradictoire. Comme je vous le disais, si un jour vous êtes amené à faire un procès à quelqu'un, mettez tout sur la table. Ne lui dites pas par où vous passerez pour le procès. Voilà, prenez des conclusions un peu. Votre avocat fera ça très bien. Mais vous passerez. Tandis que si vous commencez à faire mariole, vous ne passerez pas. Et j'insiste là-dessus, non pas parce que je vous soupçonne de vouloir marioler, mais parce que la vision que nous avons, pour des raisons culturelles, télévisuelles, ce que vous voulez, de la justice, c'est le type qui arrive à la barre avec le papier de la mort qui tue. Et ça, c'est celui qui meurt, c'est pas le bon, en fait. Hein. Voilà. Ça, c'était la procédure civile. Deuxième point, procédure pénale. Alors là, je vais vous scotcher, attention, la procédure pénale a pour but d'organiser le déroulement du procès pénal. C'est fou. Mais aussi et surtout de l'instruction, en fait. Voilà. Donc, vous voyez que la procive a pour but de garantir le caractère contradictoire. Tout le monde a été au courant de tout, il n'y a pas de coup foireux. La procédure pénale, elle est là pour organiser l'instruction préalable à un dossier. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la procédure civile, elle commence avec le procès. Et elle se déroule sur la durée du procès, elle va juger l'affaire. La procédure pénale commence bien avant le procès. Il n'y a pas encore eu de procès. On commence par une enquête, normalement. Hein. On commence par une enquête, on trouve des trucs, et un jour, vous êtes déféré par un mécanisme qui est prévu dans les textes, vous êtes déféré à la censure d'un tribunal. Et tout ce qui était avant relève de l'instruction, de l'enquête, de la recherche. C'est pour permettre l'enquête qu'on peut éventuellement vous coller en détention provisoire. Donc, c'est pas neutre. Et c'est
dans le cadre de l'enquête qu'on va sortir les éléments qui permettront de vous charger ensuite. Donc, il y a la liste des choses qu'on a le droit de faire, comment on a le droit de les faire, et puis il y a ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, ce qu'on n'a pas le droit de faire, en général, c'est défini positivement. Par exemple, on doit justifier, les forces de l'ordre, lorsque vous êtes en détention provisoire, doivent justifier qu'on vous a proposé à boire, à manger, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu passer un coup de fil, et que on vous a proposé de voir un médecin. Voilà. Si c'est pas fait, la procédure s'arrête là. Tout tombe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question qu'on admette que la police torture les gens pour les faire parler, pour vous dire les choses en caricaturant à l'extrême, et on n'est pas dans un pays qui fait ça. Mais vous voyez, voilà, il y a des garde-fous. Non, on n'a pas le droit. Comme ça se fait avant, sans vous le dire, on a mis un certain nombre de règles. Et les premières de ces règles, on revenait tout à l'heure, on a commencé ce matin plutôt par l'affaire Palmade. Vous avez un type qui est accro à peu près tout. De tout, 2 fois avec de la sauce. Monsieur est un gourmand. Vous le passez devant un juge d'instruction. Vous avez besoin qu'il vous raconte des trucs et qu'il chante comme un canari. Vous avez besoin qu'il vous dise tout sur lui, l'avenir, la vie, le reste. Ses dealers, ses copains, ce qu'il aime pas, tout. Qu'est-ce que vous faites? C'est simple. Vous le mettez dans un coin et vous allez manger. Quand vous revenez, il commence déjà à être un peu plus tendre. Et si ça suffit pas, vous refaites pareil le soir. Et le lendemain, le type, il va raconter ce que vous voulez. Parce qu'en fait, vous venez de le torturer. Voilà. Moralement, on peut discuter. Quelle morale dois-je faire prévaloir? La morale de la société civile qui dit qu'on vient d'attraper un tox qui faisait n'importe quoi et qu'il faut le mettre en état de nuire. Ou peut-être la métamorale, je ne sais pas, qui dit qu'au nom de quoi vous avez en fait torturé un type. Vous l'avez maintenu en état de manche. Je vous prendre l'exemple du type qui est accro à tout, mais je peux vous faire la même chose avec la nourriture, avec l'eau, avec la chaleur, voilà. Et après, on peut attaquer la chimie et l'électricité, mais ça, c'est autre chose. Et voilà. Donc, la procédure pénale est là pour dire voilà comment on fait, voilà comment on ne fait pas. Donc, elle va réglementer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie, les pouvoirs du parquet. Le parquet, c'est le procureur. Le parquet, c'est lui qui va dire ça me paraît pas normal. Elle va réglementer aussi les pouvoirs du juge d'instruction. Et là, on a le triangle magique. Le parquet est juge de l'opportunité des poursuites. Procureur de la République. Il est juge de l'opportunité. C'est-à-dire que votre voisin fait un truc qui vous portez plainte contre votre voisin. Le parquet peut dire ça n'existe pas, je classe. Classement sans suite. Ou le parquet peut dire gros scandale, effectivement, on y va. Et vous pouvez dire non, mais finalement, c'était un soir où j'étais pas en forme, mais en fait, il est gentil, le voisin, donc je retire ma plainte. Ouais, bonne idée. C'est pas pour ça que le parquet va s'arrêter. Il a l'opportunité des poursuites. S'il décide de s'arrêter, il s'arrêtera. S'il décide de continuer, votre voisin, il va danser. Alors, c'est à vous. Mais c'est vous qui avez signalé au parquet. Le parquet, lui, il vit sa vie. Et cette procédure, elle va donc déterminer comment ça se passe. Et comment ça se passe, c'est simple. Le parquet va dire c'est une affaire simple. Je demande aux policiers, aux gendarmes de vérifier ça et ça. Voilà. Les gendarmes ou les policiers peuvent d'ailleurs avoir informé le parquet en disant ça fait quelques jours qu'on voit des trucs, ça nous paraît un peu space. Donc le parquet va dire je vous demande, il l'écrit, je vous demande de creuser sur telle et telle question, allez-y. Et puis il y a des fois c'est plus compliqué. Si c'est plus compliqué, à ce moment-là, la procédure française est une procédure inquisitoriale. C'est l'État qui cherche à vous coincer. Donc dans ce cas-là, le parquet va faire intervenir un type, une nana, qui se trouve être le juge d'instruction, qui a pour boulot de creuser et de trouver. Et ce juge d'instruction doit instruire à charge, c'est-à-dire contre vous, si c'est vous qui êtes embêté, et à décharge, c'est-à-dire pour vous, si c'est vous qui êtes embêté. Premier écueil sur lequel il faut être vigilant, si vous êtes le jour où ça vous arrive, est-ce que le juge a bien fait le boulot à charge ou à décharge? Bon. Ce juge d'instruction, il va, lui, à ce moment-là, c'est son boulot, si vous voulez, autant le parquet, il regarde de loin,
Autant un juge d'instruction, il a filé un nonos, hop, il ronge le nonos. Le parquet, il peut donner un autre nonos à un autre juge d'instruction. Ce juge d'instruction, lui, il a un nonos pour trouver des trucs. Le juge, le parquetier, lui dit, cherche-moi ça. Cherche-moi ça, ok. Et donc, ça, et pas autre chose. On ne peut pas dire au juge d'instruction, tu te balades dans la vie et tout ce qui ne te plaît pas, tu fais tomber. Ça ne marche pas comme ça. Il a un permis de chasser ça. Il a l'ordre de chasser ça qui lui est donné par le procureur qui tient ses instructions du garde des Sceaux. Dans le cadre de la politique générale, évidemment. Vous ne voyez pas Darmanin dire à un type, bon, bah alors, collez-lui une contredanse pour spécialement interdit. Bon. Donc, il va donner des instructions au juge, dire, tu cherches ça. Donc, on est sur la dualité d'instruction. Hein. Il y en a un qui donne une instruction et l'autre qui instruit. Bon, c'est la beauté de notre langue. J'ai un exemple assez rigolo comme ça. Et sur ce registre, il y a quelques années, un parquetier donne à un juge d'instruction ordre de débarquer chez mon client parce qu'il soupçonne un trafic international d'armes en bande organisée avec des faits de terrorisme, un truc. Dans une vallée paumée des Alpes, il y avait un hotspot de terroristes internationaux. Les gars, ils venaient, ils s'armaient en guerre, ils allaient faire sauter tout, et ils revenaient, ils reposaient les armes chez mon client et ils repartaient baquer. Et en fait, mon client me dit non, mais moi j'aime bien les armes. Voilà, je les ai. C'est juste une collection. Ah. Bon, ceci pour vous dire que les gendarmes arrivent avec un permis de chasse pour les armes, sans mauvais jeu de mots. Ils cherchent les armes de mon client. Et ils trouvent les armes. Hein, ils les cachent pas. On n'est pas du tout dans le délire du proc. Mais le proc a eu raison de vérifier. On est dans le type qui collectionne les armes et qui les a pas neutralisées parce qu'il les a pas neutralisées. Mais surtout, à un moment, ils sortent un sac de sous son lit, ils ouvrent le sac et il n'y a pas des armes, mais il y a bien 40 kilos de shit. Ah. Et donc là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les lunettes pour voir le shit, pour vous le dire de façon légère, puisqu'ils ont le réglage des lunettes quick que pour voir les armes. Donc, ils ne voient pas le shit. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça se règle. Hein. Il y a un gendarme qui sort, qui passe un petit coup de fil au magistrat instructeur, qui dit, voilà, j'ai un souci, on vient de tomber sur, il y a 40 kilos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et le juge dit, tu bouges pas, il passe un coup de fil au procureur, et il dit au procureur, il y a les gars qui sont partis vérifier le trafic d'armes qui sont tombés sur du shit. Il faudrait que tu me fasses un supplétif. Et le procureur fait un courrier en disant, je vous donne l'ordre de voir le shit aussi. Il lui faxe. Et le juge appelle les gendarmes et dit, voilà, vous voyez le shit aussi. Et là, les gendarmes, il y a une mise à jour de lunettes et ils voient le shit. Je vous le fais sur le temps de la rigolade, mais je vous assure que c'est comme ça. Voilà, donc mon client est tombé pour trafic d'armes et shit. Le trafic d'armes n'ayant pas tenu. Par contre, pour le shit, il ne pas lui expliquer. Mais bon, vous voyez, c'est pas mal, c'est un garant de notre sécurité. Vous allez me dire, c'est ridicule à ce stade. Question de point de vue, c'est de la sécurité publique. Il n'est pas interdit de le poursuivre parce qu'il détient du cannabis. Il est interdit de trouver le cannabis à l'occasion d'autre chose. Parce que sinon, vous rentrez chez les gens pour voir n'importe quoi et vous en tirez plein de conclusions. Et ça, l'État français l'a fait pendant des décennies. Des décennies où quelqu'un arrivait chez vous pour autre cause et sortait en disant « Ah, lui, il a la télé ». Et pouf, ça remontait au fisc qui vérifiait si vous aviez déclaré que vous aviez une télé. Non, bam! Personne n'était jamais venu chez vous pour dire « Avez-vous la télé ?» Ce qui est la démarche légale. Le gars était venu pour tout à fait autre chose, puis il disait « Alors, il a ça, il a ça, il a ça. » Non, ça ne marche pas comme ça. Bien, ça réglemente également la garde à vue, ça réglemente également la détention provisoire, ça réglemente également le contrôle judiciaire. Donc, c'est 3 étapes de la même chose. La gave, je vous attrape, je vous mets en gave. Voilà. J'ai 24 heures pour vous interroger quand je veux. Vous êtes enfermé dans un truc qui pue, c'est du béton. Vous êtes avec des mecs qui ont fait des trucs hallucinants. On y enferme depuis des décennies des gens qui sont crades, qui ont peur. L'odeur là-dedans est... La peur humaine, ça sent fort. Est-ce que je dois vous donner à boire? Est-ce que je dois vous informer qu'on ne vous tuera pas, en fait, hein?
Est-ce que je dois vous demander si vous suivez un traitement médical, si vous êtes insulino-dépendant et que je vous mets à sécher pendant 24 ou 48 heures dans une oubliette, vous allez mourir, etc. Ça, c'est fixé par le Code de procédure pénale. La détention provisoire, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous mets au trou le temps de trouver quelque chose. Je ne peux pas vous y laisser aussi longtemps que je le veux, sinon c'est une lettre de cachet. On est revenu à la royauté, je vous enferme, voilà, et alors, il a disparu dans la nuit et le brouillard. Oh, zut. Non, si je vous mets en détention provisoire, c'est maxi 6 mois si c'est une affaire correctionnelle, et s'il ne s'est rien passé, je sortirai. Maxi 1 an, c'est une affaire criminelle, et s'il ne s'est rien passé, c'est-à-dire si le juge n'a rien fichu, je sortirai. Donc, chaque fois que vous entendez qu'un type est sorti de prison, on a libéré un malfrat, c'est un scandale, l'avocat, quel salaud, non. Pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, le juge n'a pas bossé. Ça peut aussi être parce qu'il a 150 dossiers, le gars. Hein, Voilà, vous imaginez, il y avait un juge à Paris, il avait 100 dossiers. Il y en avait un de ces dossiers, c'était le Crédit Lyonnais, ça vous dit rien, c'était un des gros scandales du millénaire dernier. Un énorme scandale. On a encore 100 milliards de dettes planquées dans le budget de la nation, dans ce qu'ils appellent la dette hors bilan. C'est le Crédit Lyonnais. Bon, voilà. Et il avait 99 autres dossiers. Bref, ceci pour vous dire que des fois, c'est comme ça que ça doit se passer, que la sanction, s'il manque un papier, c'est que vous êtes libre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous avez un exemple particulièrement carabiné en ce moment qui se profile, c'est Jubilard. Jubilard, on peut estimer raisonnablement qu'il a assez probablement fait disparaître sa nana. Voilà, on peut aussi estimer raisonnablement qu'il n'a probablement pas fait disparaître sa nana. Voilà. Pourquoi? Parce que en termes d'éléments dans le dossier, on n'a quand même pas grand-chose. Voilà. Et l'essentiel du dossier, c'est que c'est lui, parce que ça peut être que lui. Judiciairement, c'est possible, quelle que soit la réalité des faits. Et donc, ces avocats, je vous fiche mon billet, vont déposer une nouvelle demande de mise en liberté, parce que le juge d'instruction a fait ce qu'il faisait, donc ce qu'il avait à faire, et maintenant, ce qu'il avait à faire commence à avoir un peu épuisé la liste des trucs, en presque 2 ans de détention provisoire. Ils sont allés vérifier là, ils ont creusé là, ils sont allés faire ci, ils sont allés faire ça. Voilà. Donc, Jubilard, normalement, ne relève plus de la détention provisoire. Je n'ai qu'une analyse en droit. Après, voilà. Le contrôle judiciaire aussi. Ça relève du code de procédure pénale. Le contrôle judiciaire, c'est je vous mets là et je vous interdis de faire ça. Je surveille. Si vous faites n'importe quoi, je vous enferme. C'est le code de procédure pénale. L'instruction, comme je vous le disais, relève du code de procédure pénale. Les voies de recours aussi. Donc, les voies de recours, c'est là qu'on rejoint la procédure civile. Sauf que la procédure civile, c'était top départ, début du procès, top fin du procès. L'instruction, c'est on a ouvert bien d'avant. Cette procédure pénale, si je dois la résumer en un mot, elle ne garantit pas le caractère contradictoire. On est à un métaniveau. Elle garantit le respect de la présomption d'innocence. Elle est fondamentale. Donc, la procédure pénale, il n'est pas question de la violer. Si la procédure pénale prévoit qu'un type sort parce qu'on n'a pas rempli un papier, il sort parce qu'on n'a pas rempli un papier. C'est ni bien ni pas bien, c'est plutôt vachement bien. Parce que pendant ce temps-là, il est libre et on a garanti la présomption d'innocence. Ou alors, on change de système et on dit la présomption d'innocence, écoutez, c'est daté comme système, on fait autrement. Ça, c'est à l'appréciation du fait politique et du gouvernement. Et troisièmement, notre troisième procédure, c'est la procédure administrative. La procédure administrative, elle est totalement dérogatoire aux deux autres, puisqu'elle ne se passe même pas dans les mêmes bâtiments. La procédure civile et la procédure pénale, dans une large mesure, si j'ai eu Grenoble par exemple, le matin c'est du pénal, l'après-midi c'est du civil, c'est la même salle. Dans une large mesure, c'est aussi les mêmes magistrats. Et plus vous allez dans les petites juridictions, plus c'est le même magistrat. Donc le matin il est juge civil, l'après-midi il est juge pénal, tant qu'il ne se prend pas les pieds dans le tapis, tout va bien. La procédure dérogatoire, la procédure administrative, elle n'est pas dans le monde judiciaire, elle est dans le monde administratif. Et elle a donc des règles très particulières qui sont des règles du monde administratif au sein duquel elle organise le procès administratif. Et ces règles sont pas du tout les mêmes. Ces règles, c'est le recours préalable, c'est-à-dire qu'avant de hurler, il faut demander s'il vous plaît. Pas idiot. Le délai de 2 mois
avant de, quand vous demandez quelque chose, en bout de 2 mois, si l'administration ne vous a pas répondu, ça veut dire que c'est non. François Hollande a voulu faire en sorte que si l'administration ne vous répond pas au bout de 2 mois, ça veut dire que c'est oui, c'est pas forcément idiot dans la démarche, et en réalité, notre appareil ne le permet pas. Donc, il y a tellement, ensuite de cette décision, il y a eu tellement de dérogations qu'on est revenu à que des dérogations, c'est non. Le seul cas, c'est oui, c'est le permis de construire. Si vous déposez un PC et qu'on ne vous répond pas en 2 mois, c'est oui. Des distinctions entre plein contentieux et recours pour excès de pouvoir, je vous en dispense. Et puis, cette procédure administrative, elle sanctionne aussi un truc qui est génial, c'est l'excès de pouvoir. C'est le cas dans lequel l'administration n'a pas utilisé ses prérogatives pour le bien public, mais pour autre chose. Je prends un exemple, il y a quelques années, j'ai eu un dossier dans lequel mes clients avaient un bout de terrain en contrebas d'une route sur une commune sur les adrets de Beldon, un endroit assez beau avec une vue sur le Vercors à tomber par terre. Et si vous prenez le bas-côté de la route à droite, dans la pente, là où ils étaient, c'était constructible et construit, constructible et construit. Pas constructible, c'est chez eux. Constructible et construit, constructible et construit. Et quand ils demandaient des permis de construire, c'était toujours non. Parce que bon, un jour, on a foutu les pieds dans le plat, on a dit à l'adjoint de l'urbanisme, c'est vous qui êtes en charge des permis de construire. Oui. Ouais. Alors nous, ça nous gêne que vous habitiez juste en face et que si notre terrain devient constructible, vous perdiez la vue. Vous voyez, ça nous gêne. On pense que si vous nous dites non, c'est pas parce qu'il y a un risque administratif, parce que en fait, votre maison vaudra moins de sous parce que vous aurez moins la vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on est devenu constructible parce que sinon, on allait lui mettre une volée, pour ne pas employer un terme plus raide, parce que ce serait tout nu longtemps. C'est quelque chose qui s'appelle l'excès de pouvoir et qui s'appelle en droit administratif la voie de fait. Lorsque l'administration n'utilise pas ses pouvoirs pour le bien commun, mais ça a été dévoyé d'une façon ou d'une autre, parce que les humains sont des humains, voilà. Eh bien, dans ce cas-là, elle perd son privilège de juridiction, elle passera devant le tribunal administratif, on n'appliquera pas le code administratif, elle passera devant le tribunal correctionnel avec les animaux comme vous, comme moi, comme les gens normaux, et elle ira se faire juger par les gens simples. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une énorme force de la procédure administrative, c'est vraiment la grosse limite. Lorsque vous dites dans un coin de votre tête que le gars, il a quand même pas fait ça pour le bien commun, ça sent un peu quand même le bien particulier, creusez. Voilà, vous êtes diplômé, vous montez une boîte, vous avez besoin d'agrandir vos locaux, vous déposez un PC, on vous refuse le PC, et 2 mois après, il y a une autre boîte, c'est votre concurrent qui, elle, a le PC pour s'agrandir. Creusez, on n'a pas fait que du droit dans votre dossier. Vous gagnerez. Il va falloir faire suer tout le monde jusqu'à ce qu'ils soient obligés de lâcher. La particularité, et j'en aurais terminé, de la procédure administrative, c'est que lorsque vous entrez dans la salle, quelqu'un a déjà lu votre dossier dans la salle, c'est le commissaire du gouvernement, et le jugement est déjà rendu, il est déjà écrit. Pardon. Négativement, c'est extrêmement déplaisant. Vous dites, je rentre dans la salle, le jugement est rédigé. Ça veut dire, non, en fait, c'est un projet de jugement, mais souvent, ils ne mettent même pas projet, c'est écrit jugement. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, et il est énorme, c'est que au moins quelqu'un a lu votre dossier. Ce qui n'est pas toujours le cas en matière judiciaire, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Voilà, donc vous voyez, on a 3 procédures qui sont des procédures différentes. L'intérêt de cette procédure, c'est qu'elle ne gère pas les mêmes choses. Donc, on n'a pas les mêmes procédures parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et le gros intérêt des procédures, et c'est pour ça que je vous en parle, et qu'éventuellement vous vous dites, mais pourquoi je m'étonne avec ça? C'est parce que si un des points mentionnés dans ces procédures, un des points qu'on vient de voir, n'est pas respecté, le procès s'arrête. Le procès s'arrête, il n'a jamais eu lieu. Et si vous vous débrouillez bien, ne pourra plus avoir lieu. Et vous n'avez jamais, au grand jamais, dit ce que vous en pensiez. Donc on ne peut pas vous condamner.
parce que vous n'avez pas été en mesure de faire valoir vos droits. Je vous disais, nous, humains, avons un défaut. Il y a un moment où vous allez me couper la parole, mais c'est bon, c'est notre chute, je comprends rien. Et j'ai bien compris vers quoi tu vas. Voilà. Voilà. En fait, ce que tu vas me demander, c'est ça, et ma réponse, c'est ça. C'est humain, on le fait, ça. Pas forcément sous une forme aussi véhémente, mais on le fait. On corrige la pensée du type et on dit, non, mais j'ai bien compris que voilà. Ça, c'est du droit civil. Mal fait. Ou du droit administratif mal fait, ou du droit pénal mal fait. La procédure, c'est ce qui permet de dire, tant que tu ne m'as pas posé la question correctement, je ne répondrai pas. Débrouille-toi pour me poser la question correctement, c'est-à-dire dans les bons délais devant le bon tribunal avec les bonnes mentions, sinon je ne répondrai pas. Je vous tiens encore 2 minutes juste pour vous en raconter une rigolote. J'ai un client qui est poursuivi par une banque parce qu'il doit rembourser un prêt immobilier assez dément. Vous tapez Apollonia, c'est une énorme affaire d'escroquerie. La banque assigne en paiement devant le tribunal de Gap. Et moi, je dis, temps mort, il y a à Gap, vous ne pouvez pas me saisir parce que moi, je vous ai déjà saisi pour le même contrat à Marseille. Je le fais quoi. Et le juge de Gap dit, putain, merde, c'est vrai, allez, on s'arrête. C'est Marseille qui est déjà saisi du même dossier. Je ne vais pas passer, voilà, il n'est pas tranché, hein, donc on va laisser faire. La banque dit, non, mais ça, c'est pas possible. Elle saisit la cour d'appel de Grenoble pour dire, non, mais dans ce cas-là, moi, j'avais le droit de faire mon propre procès. La cour d'appel de Grenoble me donne tort au juge de Gap et dit, absolument, dans ce cas-là, c'est pas la même cause, donc c'est pas parce qu'il y a Marseille qu'il peut pas y avoir Gap. Et donc le dossier, remis en fanfare. Et 2 ans passent. Au bout de 2 ans, je prends des conclusions en disant, ça fait 2 ans qu'il ne s'est rien passé, le dossier est caduc, retrait du rôle. Vous ne pouvez pas me faire un procès, me faire un gros scandale, après pendant 2 ans, on ne peut rien faire. Si c'est urgent, vous bougez. Moi, j'ai autre chose à faire dans la vie, mon client, dans ce cas-là, a autre chose à faire dans la vie que d'attendre votre bon vouloir. Donc, vous aviez 2 ans, votre dossier est caduc. Le type dit, au secours, alerte, mais j'ai écrit à lui, ça vaut fait interruptif. Je dis au juge, non, ça ne vaut pas fait interruptif. Et le juge dit, non, quand vous écrivez à Marseille, ça ne vaut pas fait interruptif à Gap. Donc, son procès s'est arrêté. Bon, 2, entre le moment où il m'a signé, où la banque a signé mon client, le moment où moi j'ai pris mes conclusions, en disant, ça ne peut pas être vous, c'est forcément Marseille. Ils ont répondu à mes conclusions. Le juge a tranché sur l'incident pour savoir si c'était Marseille ou pas Marseille. Ils ont fait appel. La cour d'appel de Grenoble a tranché. On est revenu à Gap. On a remis au rang et on a attendu 2 ans. Vous savez ce qui s'est passé dans l'intervalle? Ils étaient prescrits. Voilà. La seule chose qui faisait qu'ils n'étaient pas prescrits, c'est qu'il y avait une instance qu'ils avaient démarrée avant la prescription. Le juge, en disant c'est mort, a coupé cette instance. Il ne pouvait plus me réassigner proprement moi. C'est mort. Mon client, s'il avait dit ouais, non, mais c'est pas vrai, en fait, c'est parce que j'ai été escroqué. On débat du fond, il serait en train actuellement de rembourser 400 000 balles. Comment, j'en sais rien. Là, la banque est allée se faire voir. En l'occurrence, elle sera même mise en examen si le versant pénal est confirmé. Mais mon client n'a pas à broncher, à payer quoi que ce soit, simplement parce que nous n'avons jamais répondu. Voilà. C'est la force de la procédure. Gardez simplement ça à l'esprit. Nous sommes formés, déformés par le fait que quand on nous pose une question, on répond. En droit, le jour où ça vous arrivera, le jour où quelqu'un vient vous voir et vous donne un acte, allez voir un avocat. C'est pas pour faire marcher ma baraque, je m'en moque. Il vous prendra un peu de sous, pas beaucoup, pour une consultation, et il vous dira si l'acte tient la route ou pas. Si l'acte tient pas la route, vous ne bougez pas. Et le type en face, avec ses demandes, il ira au diable. Voilà. Je vous remercie. Je suis un peu débordé. Je vous prie de m'en excuser. Et on se voit le 10 à 13h. C'est bien ça? Ça marche. Dans l'intervalle, merci de votre patience et bon week-end.